Alors, bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, super. Aujourd'hui, c'est spécial. Radio-Canada est ici. Alors, s'il vous plaît, essayez de poser des questions pertinentes pour une fois. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de vous rejeter. Je viens de dire que vous êtes inadéquat sur un asset spot. Je vous aime beaucoup. C'est pour ça que je vous filme en ce moment. C'est une caméra rétroversible, elle filme des deux bords. En fait, il y a une grève jeudi. Pas de chance. Donc aujourd'hui, pourquoi je viens de vous rejeter d'emblée? Ben, parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, on va parler de rejet. Vous avez déjà commencé avec le questionnaire, l'exercice du cours, où est-ce que je vous ai demandé un souvenir de rejet. D'une certaine façon, vous êtes sombre là-bas. Voulez-vous que je vous active un peu? À moins que... Non. Ouais, hein? Je pense que c'est brûlé. Il y a de la place en avant. Donc, oui, c'est ça. Vous avez raconté un souvenir de rejet. Et pourquoi je vous ai fait faire ça? Même si c'est difficile à faire, il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, c'est un chien sale. Mais c'est quelque chose de difficile à faire, quand même. Il y a peut-être l'an passé. Mais pourquoi? On étudie la psychologie. Et étudier la psychologie, ça veut aussi dire comprendre ces phénomènes-là, émotionnels, parce qu'on rentre de plus en plus aujourd'hui dans la sphère émotionnelle. Et comprendre ça, mais on le comprend en psychologie à partir de nous-mêmes. En biologie, on peut faire des opérations ou disséquer des yeux de bœuf ou des affaires de même. On se lance dedans, pas dans l'œil, mais dans la matière. En psychologie, c'est la même chose. Il faut aussi se tremper dans cette matière-là puis pour mieux la comprendre. Puis c'est un petit peu l'exercice que je vous ai proposé de faire dans le questionnaire. Donc, on va parler un petit peu de ces souvenirs-là que vous m'avez raconté, pas spécifiquement, comme je l'avais dit, je ne raconterai pas le souvenir de quelqu'un en particulier, mais on va faire le tour de différents thèmes qui ont été évoqués, différentes mesures qu'on a prises par rapport à ça. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça fait si mal d'être rejeté? Parce qu'on va voir que, ça fait mal, mais aussi que toutes sortes de rejets. Il y en a qui peuvent paraître simples, en apparence banales, mais qui peuvent avoir des impacts tout aussi foudroyants que des rejets à plus long terme, par exemple plus chroniques, par exemple, ou plus importants, plus graves. Donc, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Donc, les objectifs du cours, d'abord, le rejet dans nos vies à nous, parce qu'on va voir qu'on a tous été rejetés à différentes occasions. Et on va faire un lien entre douleur et rejet, parce que, comme le titre le dit, pourquoi est-ce que ça fait si mal? Il y a une question de douleur aussi dans le rejet, donc on va parler de ça. Et on va également définir l'estime de soi, parce qu'on va voir que ça a un lien avec le rejet. Et on va évidemment donc comprendre son lien dans le rejet. Et on va aborder la théorie du sociomètre et le modèle multimotif du rejet. Donc on va faire tout ça aujourd'hui. Donc, comme je le disais tantôt, on a tous été rejetés. Le souvenir que je me donnais, c'est bon, il n'y a pas personne qui m'a dit « moi, ça m'est jamais arrivé ». C'est bon. Parce que dans le fond, si on regarde, on a tous été rejetés à une occasion ou à une autre, il y a toutes sortes d'occasions qui ont pu survenir dans une vie où est-ce qu'on a pu se sentir rejeté. Et une des premières occasions dans la vie, c'est souvent à l'école. Soit par exemple à la garderie, au primaire ou au secondaire. Plusieurs d'entre vous m'avaient parlé, notamment du secondaire, comme étant des épisodes assez douloureux parfois, de rejet. Et on va voir aussi que ce sont des épisodes, même si ça s'est passé il y a très très longtemps, ce sont des choses qui restent marquantes. En moyenne, vous m'avez raconté des souvenirs d'à peu près il y a 7 ans, en moyenne. Donc il y en a que ça pouvait aller de la semaine passée à il y a 20, 25, 30 ans. Alors, vous voyez, ces souvenirs-là restent, ces souvenirs de rejet-là restent, et peuvent porter souvent des marques importantes.
Un enfant se réfugie dans un arbre à la suite d'insultes répétées à l'école. Un autre s'enfuit sans laisser de traces à force d'être la cible de menaces. Je faisais écœuré. J'ai déjà fait frapper, là, puis j'avais été écœurée vraiment. C'est pas juste un petit peu, là, c'est des choses vraiment. La problématique des élèves victimisés par des camarades de classe est loin d'être un phénomène nouveau. Le problème existe depuis toujours, mais commence à être de plus en plus documenté. Au Québec, un jeune sur 10 est victime d'intimidation. Un préjudice qui commence dès la maternelle. Des fois, c'est choisi au hasard. D'autres fois, il y a certaines caractéristiques qui peuvent amener une forme de discrimination, même certaines formes d'intimidation qui peuvent toucher là, des différences raciales. Mais essentiellement, ce qu'on observe, c'est que l'agresseur n'est pas si spécifique que ça au niveau de sa victime. Je m'appelle Maxime Collard, j'ai 13 ans. J'ai été victime d'intimidation depuis la garderie. Après ça a été au primaire et au secondaire. Les autres me traitaient de gros, me traitaient de fif, même à un moment donné, ils ont piqué la qui mauve bleu sur mon manteau, mon nouveau manteau noir. En tout dernier, c'était fait lancer des roches à l'école. C'est pas des petits cailloux, là, des gros, là. Non, oui. J'ai dit non, on déménage, on s'en va. Fait que j'ai trouvé un logement à Boucherville. La victime, là, elle développe, elle a un nœud, là, comme on dit par chez nous, elle a le moton, là. C'est une question de stress. C'est un stress continu. Puis un stress continu parce que vous avez l'obligation d'aller à l'école et malgré tout, il se passe de quoi sur le chemin de l'école ou dans l'école même. Donc, je me presse pas pour aller à l'école, puis je prends vraiment mon temps en marchant, en ayant la tête baissée, puis justement en étant tourmenté. Ça tourmente vraiment, puis là, tu arrives à l'école sur le moment, puis tu te demandes, OK, il est où, là? Telle personne est où? Ça va me sauter dessus, qu'est-ce qu'elle va faire? Puis t'as peur à la journée longue. Il y a toujours des petites gangs au secondaire. Il y en a une qui était toujours après moi. Surtout une fille en particulier que je me rappelle. Tu sais, dehors à l'extérieur, elle pouvait me pousser dans les clôtures ou pour absolument rien. L'intimidation aujourd'hui a aussi pris un autre visage, la cyber-intimidation. Nous autres, ce qu'on remarque, là, le phénomène, particulièrement chez les filles, c'est lorsqu'on arrive le lundi matin, qu'il y a des conflits entre filles, on intervient auprès du conflit, puis on dit, les filles, qu'est-ce qui s'est passé dans l'autobus ou à l'école? Les filles nous répondent absolument rien, mais elle m'a butché, comme on dit, un langage d'ado, ou elle m'a écœuré sur Facebook, sur un réseau. Et souvent, il ne m'aimait pas la face, fait que là, il menaçait de venir chez moi, me faire mal, en voulant me battre, dans le fond. Et j'ai eu peur. Souvent, j'avais le téléphone, j'avais envie d'appeler la police, mais ça s'est jamais rendu où ce qui venait, mais ça m'a quand même fait peur souvent. Je me sentais seule. Ils n'ont pas la pensée qu'ils sont sur un réseau social où il peut y avoir 10, 100, 1000 et peut-être 1 million de personnes. C'est facile sur Facebook parce que tout se dit, c'est pas en face. Et quand l'intimidation frappe, peu importe sa forme, ça fait mal. Est-ce que tu te souviens comment tu te sentais à l'intérieur à force de vivre tout ça? Détruit, ça change le cours d'une vie. Ça change, par après, ça change le cours d'une vie, puis pendant aussi. Ça va pas démolir tout au complet, mais disons à 95%. Là. 5% qui me restait, c'est de me concentrer. Parce que même dans la classe, j'avais toujours des notes plus basses que la moyenne. Je pense qu'il restait 5%. Donc, vous voyez, hein, ici, on focus particulièrement sur l'intimidation, qui est une forme de rejet. Vous voyez, ça touche, ça pourrait être tout le monde. Il n'y a pas de victime en particulier comme telle. Parfois, il va y avoir certaines caractéristiques de la personne qui va être rejetée. Mais essentiellement, ce que c'est à peu près n'importe quelle faiblesse. Donc, l'agresseur, si on veut, va mettre l'accent sur une faiblesse de sa victime. On en a tous des faiblesses. On pourrait trouver quelque chose sur une caractéristique chez à peu près n'importe qui sur la base sur laquelle on pourrait le rejeter. Soit
le fait qu'il soit plus gros que les autres, le fait qu'il vienne d'une autre ethnie, le fait qu'il s'exprime différemment, la petite blonde qu'on a vu à Pollard trop agressive, fait que donc ça lui fait une autre caractéristique. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de caractéristiques complètement différentes, mais ce sont essentiellement souvent une faiblesse, une caractéristique qui représente une faiblesse de la personne, hein, que les autres individus vont utiliser pour racheter cette personne-là, mais essentiellement, pourquoi est-ce que les agresseurs font ça? Peut-être que parmi vous, vous avez déjà été rejeté, mais peut-être que vous avez déjà été un agresseur, un intimidant, hein, peut-être à l'école. Mais pourquoi essentiellement les enfants surtout font ça, mais même les adultes, on va voir, font ça? Bien, on va se questionner un petit peu pour ça, pour comprendre d'abord cette problématique-là de l'intimidation. Je vais faire un exercice avec vous avant. Je vais vous montrer une autre vidéo, OK? Mais là, je veux vraiment qu'on joue le jeu pour vrai, OK? Je veux pas que... Je vais vous demander après ça comment vous êtes senti pendant que je vous ai montré cette vidéo-là. Okay? Puis là, je veux pas que vous me sortiez des belles histoires, là, des belles affaires normatives, là, socialement acceptables. Okay? Je veux que vous me disiez vraiment comment vous vous êtes senti pendant. OK? Sûrement, vous avez déjà vu cette vidéo-là. Il a fait le tour sur YouTube. Je vous le montre à nouveau, mais maintenant, j'aimerais vous focusser sur qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que ça évoque en vous, OK? OK. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Quelles émotions apparaissent réellement, spontanément? Dites-moi pas des choses cute. Qu'est-ce que ça éveille en vous? Ouais? Ça me fait un peu pitié. OK, qu'est-ce qui fait pitié? Je sais pas, de voir des secrétaires comme ça. De voir lui qui a l'air un peu nono, là? OK, donc toi, tu as de la pitié pour lui? OK, ouais, autre chose? Ouais, ça t'amuse. Pourquoi ça t'amuse? Parce que c'est amusant à voir. Ah, arrête! Qu'est-ce qui t'amuse? Parce qu'il fait des niaiseries, puis c'est drôle. OK, mais lui, attends, juste pour mettre en contexte, lui, il se trouve bon, là. Il se filme, juste pour mettre en contexte, il se filme, là, puis il veut se voir, là, parce qu'il fait comme dans Star Wars. Fait que là, lui, il se trouve vraiment bon. Qu'est-ce que tu trouves amusant là-dedans? Parce que c'est drôle, parce qu'il bouge n'importe comment, il n'y a pas de coordination. OK, donc il n'est pas bon. OK, c'est bon, c'est ça que je veux entendre. OK, il n'est pas bon, puis tu trouves ça drôle, oui. C'est le fait qu'il me semble plutôt maladroit dans Ah, vous êtes cute, il est maladroit. Il a l'air fou, là. OK, il a l'air fou. Oui. J'ai l'impression, j'ai pas du tout compris la vidéo. T'es confuse. OK, c'est bon. C'est super. Oui. Il a l'air d'avoir du fun. C'est pas parce qu'il a l'air d'avoir du fun, je trouve ça drôle. On dirait que ça communique le fun. OK. Parce que je sais aussi le remake, c'est complètement. Je pense que c'est juste ça qui me fait rire que ça. OK, mais on fait quand même un remake sur la base de ça parce que on est tous d'accord que c'est pas bon. Là, oui, mais le remake, je pense pas que c'est intimidant, c'est juste pour ajouter les effets spéciaux. Ça rajoute le passage. Je m'excuse. OK. Toi, avec les effets spéciaux, tu fais ouais, c'est bon. On peut tout faire avec les effets spéciaux, hein? D'autres réactions, ouais? Ben moi je me dis, tant mieux pour lui, là. Il a l'air heureux, il a l'air de nous. OK. Ça me fait rien. Ça te fait rien? Tant mieux pour lui. En sachant que là, il y a des gens qui l'ont regardé, là, je me dis, ah, pauvre lui. OK. Juste en voyant une vidéo comme ça, si je savais pas que c'était sur les réseaux sociaux, je dirais, ben, il a l'air heureux, tant mieux pour lui. OK, mais toi, ça t'évoque quoi? Ben, tant mieux. Tu trouves ça drôle? C'est correct. Ça te fait rien? C'est correct. Et, tant mieux pour lui, il a l'air. Si c'était mon enfant, je dirais, ben, tant mieux, t'es heureuse. OK. OK, ouais? Moi, je trouve ça beau de voir quelqu'un qui est libéré comme ça, qui ne pense pas à de quoi ça a l'air, qui écoute un peu son feeling. Puis,
Moi, ça me fait absolument rien. Je trouve ça drôle, ça me fait sourire comme un enfant, comme je me vois un enfant. Oui, parce qu'il y a peut-être d'entre vous qui ont fait ça devant le miroir quand ils étaient jeunes. Mais peut-être que vous n'êtes pas filmé. Peut-être que si vous vous êtes filmé, vous n'avez pas fait ça à l'école. Puis peut-être que si vous êtes filmé à l'école, vous n'avez pas oublié la cassette dans la caméra. Hein? Parce que c'est ça qui est arrivé aussi. Hein? Parce que peut-être toutes ces choses-là, on l'a peut-être déjà toutes faites, mais là, vous voyez, à un moment donné, là, il a laissé la cassette dans la caméra, puis là, il y a de ses amis qui ont trouvé la cassette, puis là, ils ont mis ça sur YouTube. Alors là, ça a évidemment fait le tour du monde. Hein? Assez le tour du monde pour que Family Guy le reprenne. Mais, hein? Excusez-moi, pas Family Guy, ouais, excusez-moi, American Dad, ouais. Non, je pense qu'il est aussi dans Family Guy. Je pense qu'ils l'ont tout repris les Simpsons avec. Qu'est-ce qu'il fait? Hein, quand même, il y a quelque chose de drôle là-dedans. Assez, en tout cas, pour que les gars d'American Dad fassent ouais, on va le mettre. Assez, tu sais. Il y a quelque chose qui sont dit, ouais, les gens vont rire. Il y a quelque chose de drôle là-dedans. Qu'est-ce qui fait qu'on rit de ça? Qu'est-ce qui fait qu'on rit de ça? Ouais? Il n'y a pas le physique de l'emploi pour faire ça, puis il n'y a pas le look non plus. Il est habillé comme une personne beaucoup plus vieille, de mon âge à moi. Ouais, OK. Puis il y a une coupe de cheveux de soixantaine d'années. Pas plus vieille que moi. Ouais. Il n'y a pas le look, il n'y a pas le physique non plus. Ouais. Déjà, juste en photo, il y a des caractéristiques qui ne marchent pas avec un enfant de son âge. Non. Effectivement. Puis en plus, il y a ça, il y a ce qu'il fait. Okay. Fait que ça ajoute effectivement au fait que c'est assez comique. C'est que ça détonne complètement. Hein? OK. Ouais. En lien avec ce qu'elle disait, c'est parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques de stéréotypes du nerd geek. Ouais. Star Wars, c'est souvent associé à ça. Justement, il est habillé plus vieillot, puis le type, il n'est pas bon, le petit tout, il n'a pas pantoute. Ça dépend de ces stéréotypes-là, puis ça fait rire. Il est tout le temps exploité au cinéma. Ils ont trouvé le moyen d'exploiter sur Internet. Ouais. Fait qu'il y a un stéréotype. Ça rappelle un stéréotype en plus, puis on dirait que c'est l'archétype de ça. Ouais. OK, ouais? C'est inattendu de trouver sur caméra une performance aussi mauvaise, dans le sens où d'habitude, quand on filme, on est fier, c'est parce qu'il y a quelque chose de beau à montrer. Avec le fait de voir filmer une mauvaise performance, c'est inattendu. C'est ça. Puis le fait qu'il se filme aussi, ça évoque qu'il commençait à trouver ça bon, peut-être. Ouais. Il y a le côté un peu, quand tu regardes la vidéo, tu peux te dire, ben finalement, mes niaiseries sont pas. Les erreurs que j'ai faites dans ma vie sont pas si monumentales que ça. Je suis pas devenue virale, tu sais. Ouais, ben c'est ça, hein, dans le fond. Ah, puis qu'est-ce qui fait que c'est comique, c'est aussi qu'on se dit, moi, je ferais jamais ça. Ouais, mais si je faisais ça, j'aurais l'air moins fou, tu sais. Ah, ce qui arrive, c'est souvent, c'est qu'on se compare. Hein? Ce qu'on appelle la comparaison sociale. Il y a deux formes de comparaison sociale. Okay? Il y a la comparaison vers le haut. La comparaison vers le haut, c'est quand on se compare à des gens qui sont meilleurs que nous sur un critère précis ou une caractéristique précise, dans un domaine donné. Okay? On se compare, je joue au basketball, je me compare à, mettons, Michael Jordan. Tu sais, bon, il est meilleur que moi. C'est une comparaison vers le haut. Ah, pourquoi je fais ça? Mais dans le but de m'améliorer. Je vais me comparer à lui, je vais dire, qu'est-ce qui me manque pour atteindre son niveau? Ah donc, pour essayer de m'améliorer, je vais me comparer à quelqu'un. Ah, ça peut être, si je fais dans un sport, c'est de me comparer à quelqu'un, un coéquipier peut-être, tu sais, qui est meilleur que moi, pour essayer de m'améliorer et devenir aussi bon que lui. Hein, pour éventuellement faire partie de cette espèce d'élite, à un moment donné, être aussi bon en basketball que telle ou telle personne. Ou tout simplement monter de niveau. Hein. Lui, il joue professionnel. Moi, je joue juste, je joue pas encore professionnel. Qu'est-ce que ça me prendrait pour jouer professionnel? Donc, on se compare comme ça pardon, à quelqu'un qui est meilleur que nous. Évidemment, si on se compare à quelqu'un qui est meilleur que nous à un très haut niveau, ben là, ça peut induire un sentiment de découragement aussi. Hein? Je pourrais jamais atteindre ça. Il est vraiment trop bon pour moi. Je serais jamais capable d'atteindre ce niveau-là. Donc, il faut faire attention à la comparaison sociale vers le haut.
La comparaison sociale vers le bas qui nous occupe présentement, quand on a regardé une vidéo de Star Wars Kids, c'est qu'on se compare à des gens qui ont des moins bonnes habiletés que nous, des difficultés plus sérieuses dans un domaine ou sur un critère donné. Dans le fond, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'il y a de comique, assez quand même de ça, ce qu'on regardait du vidéo. Les gens, on peut se comparer au niveau physique, on peut se comparer au niveau de l'habillement, on peut se comparer au niveau de la motricité, on peut se comparer au niveau du look général, on peut se comparer sur un paquet d'affaires et se dire « Hey, il a vraiment l'air tweet, tu sais. Moi, je suis pas comme ça. J'ai pas ce look-là, j'ai pas ça. » Puis l'effet du comique vient un peu de cette comparaison sociale-là vers le bas ici. Il y a des différences individuelles. Il y a des gens qui font plus de comparaison sociale vers le bas. Pourquoi? Parce que souvent, ça sert à se rehausser personnellement. Si tu te compares à quelqu'un qui est plus poche que toi, tu te dis, je suis bien meilleur que lui. Tu peux te comparer à une collègue ou un collègue en classe. Tu as une meilleure note, tu dis tes notes. Moi j'ai 90, moi j'ai eu 80. Je ne dis pas, mais tu fais pas mal meilleur qu'elle. C'est une comparaison, qu'est-ce que ça fait? Ça te rehausse personnellement. Alors qu'il y a des gens qui le font plus que d'autres, mais essentiellement tout le monde le fait un petit peu à un moment donné, ce genre de comparaison sociale-là, et vers le haut et vers le bas. Et donc, parce que ça permet une évaluation favorable de nous. Il y a des gens, par exemple au secondaire, même à l'âge adulte, qui vont même aller jusqu'à se faire rester amis avec quelqu'un qu'ils trouvent poche. Comme ça, ils ont un référent social à chaque fois qu'ils en ont besoin. Ils se comparent à cette personne-là. Ils l'invitent, mais pour, sur le coup, trouver qu'ils sont meilleurs que cette personne-là. Donc, vous voyez, ça peut aller loin, la comparaison sociale vers le bas. Là, ça peut aller jusqu'à entretenir des amitiés, entre guillemets, pour pouvoir garder ce genre de comparaison sociale vers le bas. Là. Donc, parfois aussi, il y a dans la comparaison sociale vers le bas le danger de devenir comme l'autre. Si on devient trop proche aussi de l'autre, il y aurait un danger à ce moment-là. Donc, d'où le rejet. Il faut rejeter, éloigner de nous les gens qui sont moins bonnes que nous. D'où le fait parfois de rire de ces gens-là ou de les intimider. Donc, ça sert, l'intimidation sert le rehaussement de soi. C'est un mécanisme de défense, finalement. On va voir tantôt relié à une certaine estime de soi. Mais, et en même temps, ce rejet-là permet également de mettre à distance l'autre. De mettre à distance de nous. Donc, essentiellement, la plupart des cas d'intimidation, ce sont des comparaisons vers le bas sur une caractéristique, une faiblesse de l'autre. Parfois, qui a émergé comme ça pour y aller. Des fois, c'est juste le nom de la personne. C'est pas nécessairement basé sur un attribut concret de la personne. Et ça sert simplement à se comparer ça sert de comparaison vers le bas, essentiellement, pour que la personne qui rejette à ce moment-là, ça lui permet de se rehausser personnellement. Je vous disais qu'il y a des différences individuelles, mais essentiellement, c'est un processus automatique du cerveau. Le cerveau compare constamment. Vous compare, vous, à des critères externes. Si je vous active inconsciemment Albert Einstein, ou que je vous active inconsciemment Claudia Schiffer, et que je vous pose des questions, du genre, questions de connaissance générale. Quelle est la capitale de la France, par exemple? Et donc, des questions comme ça. Donc, je vous active Albert Einstein juste avant. Votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, pas mal moins intelligent qu'Albert Einstein. Si je vous active inconsciemment Claudia Schiffer, qu'est-ce que votre cerveau va faire? Elle est conne, elle. Je suis pas mal plus intelligent qu'elle. Donc, vous allez avoir une meilleure performance au test subséquemment. Si je vous active inconsciemment Albert Einstein, vous allez avoir une moins bonne performance à des tests, à des questions de connaissances générales, immédiatement après cet amorçage-là. Si je vous active Claudia Schiffer, vous allez avoir une meilleure performance immédiatement après. Donc, vous voyez la comparaison sociale ici vers le haut, ici vers le bas, va avoir un impact même sur la performance subséquente à une tâche.
Et ici, c'est inconscient. Hein? La personne ne sait pas qu'on l'a amorcé avec Albert Einstein ou Claudia Schiffer et que cette amorce-là a un rapport avec le test de connaissance générale. Mais malgré tout, ça va influencer la performance des gens. Oui? Est-ce que ça peut être le contraire? C'est-à-dire? Que justement, je me sens inspirée par Einstein et non par Schiffer? Typiquement, ça pourrait, mais ça dépendrait de c'est quoi la tâche subséquente. Donc, ici, c'est un test d'intelligence, si tu veux, donc par rapport à ça. Cette amorce-là, là, tu te compares à ce moment-là, tu utilises cette amorce-là pour comparer toi par rapport à l'activité donnée dans ton environnement. Donc, une autre thématique de rejet, ici, qui vous est probablement déjà tous arrivé d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire un amour non réciproque, un amour non partagé. Il y a quelqu'un qui est de votre goût, puis cette personne-là n'éprouve pas de sentiment pour vous. Donc, la majorité des étudiants, souvent, ils ont déjà été rejetés par, ont déjà rejeté, un prétendant, ce qu'on pourrait appeler un would-be lover. Et ont été rejetés également par quelqu'un qui le poursuivait. Donc, souvent, la majorité des gens ont vécu les deux côtés. Ils ont rejeté et ont été rejetés par quelqu'un qui le poursuivait. Qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de ce genre de rejet-là qui survient dans ce genre de situation-là? Bien, une des raisons, c'est qu'il y a souvent un biais. D'abord, un biais dans l'attirance physique. Donc, l'évaluation que les gens font de leur propre attirance physique. Et également, on va voir par la suite un biais de perception également des situations dans ce genre de cas-là d'amour non partagé. D'abord, il y a un biais de perception de son attirance physique. Essentiellement, les études montrent que les gens surestiment leur attirance physique. Okay? Donc, c'est en moyenne, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui sous-estiment leur apparence physique, mais quand on prend la moyenne des gens et on compare comment les gens se cotent, comparativement à des critères un peu plus objectifs ou par des juges extérieurs, on se rend compte que les gens sont toujours au-dessus de leur réelle attirance physique. Okay? Sauf que nous, on est biaisé donc à évaluer sa propre attirance physique, mais on n'est pas biaisé à évaluer l'attirance physique des autres. Donc, je sais pas si vous commencez à voir un petit peu dans le cas d'une relation, comment est-ce que ces deux aspects-là peuvent jouer. Si, par exemple, moi, je suis un 5 sur 10, on va dire, OK? Et là, je m'évalue avec mon biais à 7 sur 10. Là, je vois quelqu'un que je trouve attirante. Elle, c'est une 7 sur 10 aussi. Je fais perfect match! Mais elle, avec son biais de perception, elle se voit comme une 9 sur 10. Et étant donné qu'elle n'est pas biaisée dans son regard sur moi, elle me voit réellement comme un 5 sur 10. Alors elle se dit, moi je suis 9, lui est 5. Quel laidron! No way que je vais sortir avec cette personne-là. Et moi je suis persuadé que c'est un perfect match. Hey! Donc voyez-vous comment des perceptions au niveau de l'attirance physique, seulement ça déjà, vont biaiser les relations. Et faire en sorte qu'il va y avoir très souvent des méprises au niveau de ce que les gens pensent qui sont une personne qui serait adéquate pour elle ou pas. Parce que bien souvent, on va être attiré par la personne attirante physiquement, la personne qui est la plus attirante physiquement dans notre entourage, spontanément. C'est sûr qu'après ça, il y a toutes sortes d'autres caractéristiques qui entrent en jeu, évidemment. Mais comme on l'a vu dans les théories évolutionnistes, l'attirance physique est importante autant pour les hommes que pour les femmes. Mais un peu plus pour les hommes. Mais essentiellement, parfois, on va se dire, on va choisir également quelqu'un, on va choisir d'essayer de séduire une personne qui est à peu près de notre niveau d'attirance physique. Parfois, on peut se dire, cette personne-là est trop élevée l'attirance physique, c'est sûr, je vais me faire rejeter si je me mets à la séduire. Je vais choisir quelqu'un un peu plus bas. Donc, essentiellement, mais ce biais-là d'attirance physique demeure,
Et donc, à un moment donné, à force d'être rejeté comme ça par essai-erreur, en bout de ligne, quand on regarde, les gens choisissent des personnes d'à peu près égale attirance physique en bout de ligne. Donc, les gens s'engagent dans des relations avec des gens qui sont à peu près d'égale attirance physique avec eux. Mais, étant donné qu'il y a un biais de perception, ben, ça prend beaucoup d'amour non partagé, à un moment donné, pour arriver à peu près à cette ligne-là cette stabilité-là, si vous voulez. D'autres biais de perception qui peuvent avoir lieu dans le cas d'amour non partagé. C'est une étude ici qui s'est intéressée à ce qu'éprouvait le rejeteur et également ce qu'éprouvait le poursuiveur ou le would-be lover, si vous voulez. Essentiellement, par exemple, on va demander au rejeteur, dans une situation d'amour non partagé, à quel point est-ce qu'il éprouvait les sentiments négatifs envers l'autre personne. Donc, ici, envers le poursuiveur. Le rejeteur, de 1 à 10, va souvent dire « Oui, je trouvais que cette situation-là était mal à l'aisante, par exemple, quelque chose comme ça. » Et vous voyez, le poursuiveur, lui, va pas percevoir autant de sentiments négatifs envers l'autre ou par rapport à la situation. Donc, déjà, il y a un biais de perception quant à la négativité, si vous voulez, de la situation. Le rejeteur va percevoir la situation comme étant plus dérangeante, si vous voulez, que le poursuiveur. Oui? La cote du poursuiveur, c'est ce qu'il pense que l'on pense de lui? C'est à quel point le rejeteur ici avait des sentiments négatifs envers le poursuiveur et le poursuiveur, à quel point il avait des sentiments négatifs envers le rejeteur. OK, comment il... Excusez-moi. Non, je m'excuse, là, je te mélange. Ici, c'est le rejeteur, à quel point il y avait des sentiments négatifs envers le poursuiveur, ouais, c'est ça. Puis le poursuiveur, à quel point il y avait des sentiments négatifs envers le rejeteur. OK? Ici, on demande au rejeteur à quel point il était irrité par le poursuiveur, et on demande au poursuiveur à quel point il était irrité par... à quel point, excusez-moi, on demande au poursuiveur à quel point il était irritant pour le rejeteur. Vous voyez ici un biais de perception assez important. Le rejeteur va dire « Oui, je n'étais plus capable, je me suivais partout. » C'était vraiment gossant. Puis le poursuiveur fait « Ben non, je n'étais pas particulièrement... je n'étais pas présent tant que ça. Il me semble que j'ai bien fait ça. Pas plus que ça. » Vous voyez, déjà, il y a une différence dans la perception des deux. Le rejeteur avait des sentiments pour le poursuiveur. Donc ici, un biais de perception. Ici, le rejeteur dit « Non, je ne l'aimais pas. Il était sympathique, tu sais. » Puis le poursuiveur fait « Non. Elle m'aimait. Elle a fait des signes clairs, elle était intéressée à m'emmener. Oh, ouais. OK, donc vous voyez, il y a un biais encore là. Le poursuiveur a cru par erreur à une réciprocité. Le rejeteur, il dit « Ben oui, tu sais. » Il pensait là, que j'étais intéressé, mais non, tu sais. Puis le poursuiveur dit « Non, je ne me suis pas trompé. » Elle a démontré des signes clairs d'intérêt. Et vous voyez encore une fois une différence. Le rejeteur a clairement indiqué son non-intérêt. Le rejeteur fait « Oui. » C'était vraiment évident. Quand il m'a demandé de sortir avec un vendredi soir, j'ai dit que je ne pouvais pas, que j'étais occupé toutes mes soirées à tricoter un foulard pour mon grand-père décédé il y a 8 ans. C'est clair. Puis le rejeteur, les poursuiveurs, les discussions, non, elle n'a pas été particulièrement claire. Elle m'a juste dit qu'elle s'occupait fréquemment de son grand-père. Alors, vous voyez encore une fois la différence de biais. Et le poursuiveur est excessivement persistant. Et le rejeteur dit « Oui, je n'étais plus capable. » Puis le poursuiveur « Non, pas tant que ça. Je l'appelais quelques fois par jour. Des fois, j'allais voir devant chez elle, ça passait devant sa fenêtre. Mais pas plus que ça. Alors, vous voyez, dans une même situation, il y a souvent des biais de perception dans ces cas d'amour non partagé. Là, donc, ça peut être également une deuxième raison qui fait qu'il y a souvent beaucoup de rejet dans ce genre de situation. Et évidemment, malgré tout ça, il y en a qui ne comprendront jamais. J'aimerais vous poser une question. Je voudrais la vérité. J'aimerais que vous me répondiez honnêtement, d'accord? Ok. Quelles sont les chances pour un gars comme vous et une fille comme moi de s'accoupler un jour? Eh bien, Lloyd, c'est difficile à dire. Après tout, il n'y a que... Dites-moi la vérité. Juste ça, je ne vous demande que cela.
J'ai traversé tout le pays juste pour vous voir, Mary. Alors, essayez d'être sincère avec moi, Mary. Quelles sont mes chances? Assez nul. Ça représente quoi? Assez nul, une chance sur 1000? Je dirais plutôt une chance sur 1 million. Donc, vous me dites que j'ai peut-être une chance? Ouais! J'ai bien saisi. Ça illustre quand même bien les différences de perception qui peuvent avoir lieu dans ces cas-là. Mais essentiellement, une fois qu'on a compris qu'on était rejeté, habituellement, ça invoque une douleur. Hein? C'est une douleur assez particulière qui ne se retrouve pas nécessairement dans toutes les situations, hein, qui n'est pas liée à tous les genres d'émotions non plus. Hein. Donc, on va faire un parallèle avec la douleur physique. Hein. Évidemment, ce n'est pas nécessairement une douleur physique qu'on ressent suite à un rejet, mais on va faire un parallèle avec la douleur physique, notamment pour comprendre à quoi ça sert essentiellement la douleur physique. Ben, la douleur physique, dans le fond, quand on se fait mal à un bras ou quelque chose comme ça, supposons qu'on fait une activité répétitive, on tourne souvent quelque chose, ben, à un moment donné, on a mal au bras, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est ben, arrête de tourner ta cuillère dans la tête, achète-toi un batteur électrique, quelque chose. T'sais? Ça veut dire arrête. T'sais, parce que si tu continues, ben, ça va devenir dangereux pour ton corps. Hein, parce que ton corps a besoin de repos en ce moment ou de réparation. La douleur, essentiellement, elle indique ça. Elle indique, ben, arrête ton activité puis prends une pause. Parce que tu as besoin de reposer soit ton muscle ou quelque chose comme ça. Donc souvent, la douleur va servir à ça. Hein? Sans douleur, ben, notre corps serait rapidement détruit. Hein? Si on ne ressentait jamais la douleur, ben, on ferait des activités qui abîmeraient notre corps, et on continuerait à les faire. Donc éventuellement, ça deviendrait vraiment dangereux pour notre corps au niveau musculaire ou même sur le plan de l'ossature. Hein, ça pourrait devenir particulièrement problématique. La douleur suite à un rejet, bien, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu similaire. Hein, c'est un signal de la même façon que la douleur physique. Et on va voir que souvent, cette douleur-là, qui est davantage psychologique, se traduit par une diminution d'estime de soi. Et on va revenir sur la notion d'estime de soi pour bien définir ce que c'est. Hein, classiquement, on l'a entendu d'une façon, qui est habituellement la façon que tout le monde connaît, hein, mais on va voir qu'il y a une définition distincte pour l'estime de soi. Mais hein, la douleur psychologique, si on veut, d'un rejet est accompagnée d'une diminution de l'estime de soi, d'affects négatifs souvent, hein, et on va parler souvent de hurt feelings en anglais, hein, de sentiments donc, qui sont perturbants sur le plan mental. Et on va voir que justement, ben, à quoi ça sert ces deux indices-là psychologiques? Ben, ça sert à prévenir l'ostréoarthrite.